Bonjour, bienvenue dans Pause Sexo. Salut Céline. Salut Pascal. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode de Pause Sexo où on va faire une petite pause pour parler de sexualité et s'intéresser une nouvelle fois à l'orgasme. Tout à fait. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout voir à l'épisode précédent. Largement pas. C'était déjà assez fou et intense. L'épisode était très long, mais on a encore d'autres choses à apprendre. De quoi on va parler aujourd'hui? On va se pencher sur quels aspects? On va parler de tous les types d'orgasmes féminins que l'on peut rencontrer. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plein, tu vas voir. Ah, génial. Eh bien, écoute, c'est parti. Alors, par exemple, quand on parle d'orgasme, on a tendance à déjà différencier orgasme vaginal et orgasme clitoridien. C'est-à-dire orgasme qui est favorisé par la stimulation du clitoris ou celui qui est donné par la stimulation du vagin. Bon, il faut savoir que tout ça, c'est un peu la même chose, mais il y a plein d'autres types d'orgasmes. Il y a l'orgasme qui est donné par la stimulation de l'utérus, du col de l'utérus, par la stimulation des petites lèvres et du vagin. Je découvre, parce que moi, je connaissais vraiment que les deux premiers. Donc, je découvre qu'on pouvait stimuler le col de l'utérus. Tout à fait. Donc, ça veut dire, ça implique deux choses. Premièrement, de bien savoir où il est localisé. Alors, le col de l'utérus est localisé au fond du vagin. Donc, au fond du vagin. Ça, c'est pas... Et je me souviens, parce que tu m'en avais parlé. C'est ça. Et j'avais déjà été surpris. Et c'est là où tu avais parlé un peu de cette manière de pilonner, si je peux me permettre. Donc, c'est vraiment au fond. Pénétration profonde. Donc, pénétration profonde. Voilà. Et qui va, en fait, c'est différents chemins neurologiques aussi qui sont stimulés. C'est-à-dire que dans le clitoris, on va stimuler le nerf clitoridien. Ouais. Mais dans la stimulation du col de l'utérus, par exemple, on va stimuler plutôt le nerf vague. Oui. Donc, c'est d'autres chemins. Mais... Ce qui va donner différents types d'orgasmes en termes de ressenti. Ouais. Par exemple, on a coutume de dire que l'orgasme clitoridien va avoir un ressenti beaucoup plus local et génital que l'orgasme par stimulation du col de l'utérus, qui va avoir un ressenti beaucoup plus général et viscéral. Ah ouais, donc c'est viscéral, tu veux dire, ça prend vraiment aux tripes. C'est ça. Et par exemple, donc comme c'est le système, le nerf vague qui est stimulé, ouais. Le nerf vague, c'est celui qui est stimulé aussi quand on fait des malaises vagaux. D'accord. Tu vois ? Donc, quand on fait un malaise vagal, on a une espèce de détente complète du corps qui fait qu'on peut tomber dans les pommes. Eh bien, ça peut donner un peu la même sensation en termes d'orgasme par stimulation du col de l'utérus. Donc c'est quelque chose qui est total et partir. Ouais. Ok. Ouais, ça peut donner l'impression de partir et voire même de tomber un peu dans les pommes. D'accord. Mais si tu passes pour aller chercher l'orgasme, je sais c'est pas forcément les bons mots, mais l'orgasme du col de l'utérus, donc qui passe par une pénétration, et quid de l'orgasme vaginal pendant ce temps-là? Tu vois, pareil. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu es en train de pénétrer pour avoir l'orgasme du col de l'utérus. Bien sûr. Et tu peux avoir aussi un orgasme vaginal? Alors, parce que l'orgasme vaginal, ça veut rien dire en fait. Ah, il veut rien dire. L'orgasme vaginal en lui-même, il veut rien dire parce qu'il n'y a pas de récepteur au plaisir dans le vagin. Donc ce qu'on appelle l'orgasme vaginal, c'est quoi? Ce qu'on appelle l'orgasme vaginal, c'est la capacité à stimuler son clitoris interne, donc les branches internes du clitoris, lors de la pénétration. Donc l'orgasme vaginal, en vrai, c'est un orgasme clitoridien, mais qui vient par stimulation intérieure. Interne, exactement. Interne, pardon. Ouais. Ok. Donc il y a par exemple aussi des orgasmes cérébraux. Ça, c'est typiquement... C'est par exemple des orgasmes déclenchés uniquement par des suggestions verbales et des pensées érotiques sans aucun contact physique. C'est possible, c'est possible, et c'est même documenté. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences qui ont été faites lors de femmes qui se sont mises dans un IRM et qui ont déclenché leur orgasme par la pensée. Et ça a été... on a enregistré les modifications d'activité dans le cerveau lors de ce type d'orgasme. Mais il faut beaucoup d'entraînement pour ça. Beaucoup d'entraînement.
Il faut avoir un imaginaire débordant. Pas forcément, non, pas mais forcément. en tout cas, il faut beaucoup d'entraînement. Et puis surtout, il faut aussi beaucoup de se concentrer sur ses ressentis. Donc, il faut une grande capacité de concentration. Ouais. Donc, clairement, ça nous aide dans ces cas-là de faire de la méditation. Parce que la méditation, ça favorise la capacité de concentration. Oui, ce que tu disais, en plus, l'état de méditation est proche de l'état d'orgasme. Exactement. Donc, dans l'orgasme, on va dire l'orgasme, clairement, ce qu'on appelle l'orgasme vaginal. Hein. Donc, l'orgasme vaginal va être obtenu donc, soit par la stimulation interne du clitoris, c'est-à-dire... Donc, stimulation interne, c'est pénétration digitale avec un pénis, avec des objets. Avec ses doigts, avec des objets. Ouais. Donc, en fait, on sait que lors de l'excitation sexuelle, ça a été montré par une gynécologue française qui s'appelle Odile Buisson, qui a écrit un livre qui est vraiment très sympa à lire, qui s'appelle « Qui a peur du point G ?», si je me souviens bien. Et donc, elle a montré que lors de l'excitation, en fait, le clitoris, donc je rappelle pour nos auditeurs, le clitoris interne a 2 branches, a 2 fois 2 branches, corps spongieux, corps caverneux, comme le pénis, qui viennent donc entourer le vagin. Donc à l'extérieur du vagin, évidemment. Et donc, lors de l'excitation sexuelle, ces 2 branches viennent se coller et le clitoris descend et vient se coller contre la paroi antérieure du vagin. Et c'est cette zone-là qu'on appelait avant le point G, qui en réalité anatomiquement n'existe pas, mais qui correspond vraiment à ce clitoris qui vient se coller contre la paroi vaginale. Et donc, quand on a une pénétration, donc quand on a un objet dur ou un pénis dans le vagin, on va venir stimuler cette partie-là, notamment si la femme associe en plus des contractions du périnée, puisqu'en contractant son périnée, elle vient exercer une pression sur les branches internes du clitoris, et on sait que c'est cette pression-là qui va favoriser l'excitation. Donc ça, c'est un premier moyen d'avoir des orgasmes par pénétration vaginale. Et l'autre moyen, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la stimulation du fond utérin ou du col de l'utérus, donc ce qui donne des orgasmes qui sont plus longs à se déclencher, donc ça demande souvent des pénétrations qui sont plus longues, mais qui va donner un ressenti beaucoup plus diffus. Quand tu veux dire plus long, tu parles de quel espace temporel, de combien plus long? Ça se compte en... ça dépend des femmes. Oui, ça se compte en dizaines de minutes. En dizaines de minutes. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un orgasme par pénétration du col de l'utérus en 3 minutes. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus long. Très bien. Chez la femme, comme chez l'homme, alors même si c'est beaucoup moins fréquent, on a même des orgasmes prématurés. Ah. Eh oui. Donc c'est un orgasme qui arrive trop rapidement, donc au tout début de la stimulation, et qui, comme l'homme, la laisse totalement insatisfaite, parfois même avec des sensations de malaise ou de tristesse, parce que c'est arrivé trop vite. Trop vite, ok. On le voit aussi en masturbation. Il y a des femmes qui le décrivent, ça, en masturbation. Ça arrive trop vite, comme si, même en 30 secondes, 1 minute, déjà c'est parti, et c'était trop rapide. Donc vraiment complètement incontrôlable. C'est ça. C'est un sujet qui est encore peu connu. Il y a des études qui ont été faites. Par exemple, l'étude la plus détaillée, elle a été publiée en 2016 par un psychiatre sexologue portugais qui s'appelle Carvalho, qui a été faite sur une population de 510 femmes âgées de 18 à 45 ans. Donc dans cette population-là, dans cette étude, il y a 17% des femmes qui disent avoir des orgasmes prématurés, fréquents, voire systématiques. 17%, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Seulement 3% qui disent en ressentir de la souffrance. Alors, je pense que ça a beaucoup à voir avec l'idée de ce que l'on se fait de l'orgasme chez la femme. C'est-à-dire que c'est pas pareil que chez l'homme, en tout cas. Les hommes vont plus souffrir de leur éjaculation prématurée que les femmes d'un orgasme prématuré. D'accord. Donc 17% qui ont des orgasmes prématurés fréquents, voire systématiques, 40% qui ont déjà eu au moins une fois un orgasme prématuré au cours de leur vie.
Et 3,5% des femmes qui disent avoir des problèmes relationnels avec leurs compagnons à cause de leurs orgasmes prématurés. Ah oui. Oui. Mais Combien, quel pourcentage tu as dit ? 3,5%. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui encore dont on ne parle pas. Enfin, je sais pas, tu avais déjà entendu parler, toi, des orgasmes prématurés ? Pas du tout. Bah non. Pas du tout. Personne n'en parle, en non. fait. Ouais, je sais en pas consultation, que ça existait. En consultation, on en entend parfois des femmes dire... Alors, j'ai jamais entendu des femmes se plaindre du fait d'avoir un orgasme prématuré lors d'une relation. Par contre, certaines se plaignent d'en avoir lors de la masturbation. C'est-à-dire d'avoir l'impression effectivement que ça vient trop vite et que du coup, elles n'ont pas le temps de vraiment... Elles ne savourent pas. Voilà, il n'y a pas de plaisir, quoi. Il n'y a pas vraiment de plaisir. Ce qui est paradoxal. Bah oui, tout à fait. C'est paradoxal d'avoir cette dose de plaisir et de dire j'ai pas eu de plaisir. Parce que c'est vraiment la preuve que... Tu disais ça dans l'autre épisode, c'est pas une fin en soi l'orgasme. Exactement. C'est l'ensemble qui compte. Bah oui. Et la preuve, tu peux avoir un orgasme. Mais c'est comme tout, souvent c'est le chemin qui est le plus important et plus que l'arrivée. Oui, tout à fait. Donc, en tout cas, orgasme prématuré, chez les femmes aussi, ça existe. Et comme chez l'homme, l'éjaculation prématurée, vraiment. La seule différence, c'est que les femmes, elles ont la chance de ne pas avoir de période réfractaire. Donc ça veut dire que même après avoir un orgasme, elles peuvent en avoir un autre. Mais en pratique, je trouve que ça, c'est pas très vrai. J'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'une fois qu'elles ont eu un orgasme, elles peuvent pas en avoir un autre, ou alors elles n'ont pas envie, et ça vient pas si facilement, quoi. Donc, cette période réfractaire chez les femmes, l'absence de période réfractaire chez les femmes, pour moi, c'est vraiment une question encore. Je me demande si... je ne sais pas. Il n'y a pas d'études vraiment sur ça, mais je suis... À entendre les femmes parler, on a quand même l'impression qu'il y en a beaucoup pour lesquelles il y a quand même une période pendant laquelle elles n'ont plus envie, quoi. Ouais. Je sais pas. Et cette période, oui, comme tu dis, il n'y a pas d'études, mais ça varie en temps, quoi. Ça peut être... C'est ça, ça varie en temps. Ça peut être quelques minutes à quelques jours, peut-être. Donc, on a parlé des orgasmes vaginaux, des orgasmes clitoridiens. On va parler des orgasmes nocturnes. Oui, qui sont cérébraux, quelque part, eux. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'en fait, de manière identique à l'homme, vous savez, tu sais que, je ne sais pas si vous savez, vous qui nous écoutez, mais les hommes ont 4 ou 5 érections nocturnes par nuit. En général, à chaque cycle de sommeil, lors du sommeil paradoxal, il y a une érection. C'est-à-dire que le pénis se met en érection et ça, a priori, c'est pour favoriser l'oxygénation cérébrale. Cérébrale non plus, l'oxygénation du pénis. D'accord. Bien, c'est la même chose chez la femme. C'est-à-dire que chez la femme, il y a aussi une érection du clitoris, c'est-à-dire le clitoris qui va se gonfler de sang au cours de la nuit, pareil, lors du sommeil paradoxal. Donc pareil, 4-5 fois. Pareil. Et donc, lors de cette phase-là, il peut y avoir un orgasme nocturne. Ce n'est pas forcément associé à des rêves érotiques, contrairement à ce qu'on pense souvent. Ça peut, évidemment. Ça peut réveiller aussi. Ça peut nous réveiller d'avoir un orgasme. Ça peut pas... c'est pas forcément plaisant. Il n'y a pas forcément beaucoup de plaisir associé, mais ça peut aussi. Et ça touche à peu près 30% des femmes. Il y aurait à peu près 30% des femmes qui ont des orgasmes nocturnes. Il semblerait que ce soit favorisé par la position allongée sur le ventre, peut-être parce que ça vient stimuler le clitoris, peut-être. Et en tout cas, c'est vraiment lors des phases de sommeil paradoxal, le clitoris qui se gonfle de sang. Mais ça peut réveiller comme ça peut ne pas réveiller. Donc il y a des femmes qui ont des orgasmes la nuit sans même le savoir, tu crois ? Oui, tout à fait. Ah oui, donc elles n'en ont pas conscience, elles ne s'en rendent pas compte. Et, tout à fait. Génial. Peut-être ça change l'humeur du matin ? Peut-être.
Et oui, il y a des femmes, et puis il y a des femmes aussi qui sont toutes surprises de se réveiller la nuit en ayant eu un orgasme, d'autant plus si elles ont du mal à avoir des orgasmes dans leur vie sexuelle. Ça peut être... Ça va être troublant. Exactement, c'est très troublant. Et puis ça peut être très troublant aussi pour les couples. Bah oui. Parce qu'il y a des femmes qui se réveillent comme ça la nuit en ayant un orgasme, alors qu'avec leur partenaire, elles n'en ont pas. L'homme qui dort à côté et qui voit ça, il se dit « Ouh, il y a un problème quand même. » Alors tu que me non. trompes dans ton sommeil. Ouais. Alors que non, peut-être même pas, quoi. Ouais. Alors ensuite, donc on a parlé d'orgasme prématuré, on a parlé d'orgasme vaginal, d'orgasme clitoridien, d'orgasme utérin et l'orgasme en accouchant. Dis-moi tout. Mythe ou réalité? Ah ben, tu en as parlé dans l'épisode précédent, donc je dirais réalité, mais je veux comprendre, quoi, parce que c'est une réalité. C'est fou, c'est fou. Quel est le mécanisme de cet orgasme? Comment ça s'appelle d'ailleurs? L'orgasme L'orgasme obstétrical. Obstétrical, d'accord. C'est tellement fou parce qu'on associe toujours l'accouchement à la douleur. C'est-à-dire que vraiment, dans l'esprit des gens, en général, l'orgasme est synonyme de douleur. Donc dire que l'on peut avoir un orgasme en accouchant, ça paraît complètement antinomique. Et pourtant, c'est une réalité que décrivent beaucoup de femmes, même si, côté médical, tout le monde reste assez perplexe. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que pour ressentir un orgasme en accouchant, il ne faut pas avoir de péridurale. Ce qu'évidemment, ça coupe les ressentis. Oui, ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est donc défini par l'existence d'un plaisir physique intense lors du travail, donc lors de la phase de travail, ou lors de l'accouchement. Plaisir qui se rapproche de la jouissance orgasmique. Ça apparaît le plus souvent lors du passage de la tête du bébé dans le vagin. Ça s'accompagne d'une disparition totale des douleurs. Et l'intensité du plaisir éprouvé, évaluée par les mères qui ont témoigné d'un orgasme obstétrical, serait de 8,3 sur une échelle de 10. Donc, il y a une grande étude qui a été faite aujourd'hui en France par Thierry Postel en 2013 sur l'orgasme obstétrical. C'est un psychologue et sexologue français qui a interrogé 109 sages-femmes pour un total de 206 000 accouchements. D'accord ? Et ils ont recensé donc 1301 cas de plaisir obstétrical, soit 0,7% des accouchements. Moi, j'aurais bien aimé savoir effectivement sur les 206 000 accouchements combien étaient faits sous péridurale, pas péridurale. Ça, c'était pas dit dans l'enquête. Selon le manuel de sexologie, qui est un peu notre bible en tant que sexologue, la fréquence de tels orgasmes serait inférieure à 2%. Donc, quand même, ce n'est pas inexistant. Ouais. Ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas inexistant. Bien plus important effectivement dans les accouchements naturels que sous péridurale. Et ça peut être favorisé et recherché par les femmes pour une visée antidouleur. Et ça peut être favorisé par le massage des mamelons, voire le massage clitoridien. Et quel est le mécanisme alors de cet orgasme obstétrical? C'est quoi qui... On ne sait pas bien, mais probablement que c'est une pression sur le clitoris lors du passage de la tête. D'accord. Mais c'est une pression avec préparation quelque part, puisqu'il y a un travail qui est effectué avant. Comme tu disais, il peut être atteint avec une stimulation clitoridienne. Ça veut dire qu'en gros... Favorisé. Donc ça veut dire que, en gros, tu peux te masturber pendant que tu accouches. Voilà, c'est ça. Il y a des femmes qui vont jusque-là pour essayer de faire passer la douleur. D'accord. Mais clairement, la tête du bébé, c'est quand même très gros et ça vient certainement presser les branches internes du clitoris. Ça, on peut imaginer que c'est physiologique. C'est dingue. On peut même se demander pourquoi toutes les femmes n'ont pas des orgasmes en accouchant, du coup. Parce qu'elles ont des péridurales. Oui, mais même avant l'invention de la péridurale, ce n'est pas noté quand même comme systématique. Ouais, d'accord. Oui, comme tu dis, c'est 2%. C'est ça. Donc c'est finalement 2% dans l'étude de 2013. Hein. Ouais.
Okay. Je pense qu'il y a même des femmes qui peut-être ressentent quelque chose comme ça, mais qui n'osent pas le dire, de peur de passer pour des folles. Hein. D'accord. Enfin, j'imagine. Enfin, c'est des choses qui sont tellement pas connues que voilà. Donc c'est vraiment, oui, la distension du vagin, la compression des parois vaginales et du clitoris par la tête du bébé contre les os du bassin. Et qui vont donc créer ce plaisir-là. D'accord. Et puis, c'est favorisé aussi par la sécrétion d'ocytocine. C'est-à-dire qu'on sait que lors de l'accouchement, il y a quand même une forte sécrétion d'ocytocine pour mettre en place les contractions. Et on sait que l'ocytocine a un rôle majeur dans l'orgasme. Okay. Ensuite, quel autre type d'orgasme, d'après toi? Il y en a encore d'autres? Les orgasmes multiples. Les orgasmes multiples? Eh oui. Qui arrivent les uns après les autres? C'est ça, exactement. Contrairement aux hommes, les femmes ont la capacité d'avoir des orgasmes à la suite, entre 3 à 5 en général, parfois beaucoup plus. Donc, ce qu'on appelle orgasme multiple, c'est une répétition sur une très courte période de temps, de l'ordre de 1 à 2 minutes, de plusieurs orgasmes sans baisse du niveau d'excitation sexuelle. D'accord. Donc ça, c'est important. C'est ça la définition de l'orgasme multiple. Donc ça tient notamment au fait que les femmes n'ont pas de période réfractaire. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, moi, en pratique clinique, je vois plutôt des femmes qui ont un orgasme et qui ont ensuite besoin de temps pour en avoir un deuxième. D'accord. Pour certains auteurs, cette possibilité d'orgasme multiple serait en lien avec la production de prolactine, qui aurait un effet facilitateur de l'orgasme. Ce serait plus facile à obtenir lors de la masturbation ou lors de l'emploi d'un vibromasseur que lors d'un rapport sexuel. Aussi parce que c'est plus facile... c'est plus endurant, quoi. Et pour certains auteurs, ce serait plus facile d'avoir des orgasmes multiples lorsqu'il y a une stimulation, une pénétration vaginale, que simplement par stimulation clitoridienne. Ok. Voilà. Côté chiffres, combien le pourcentage? Étude de 2012, 30% des femmes auraient connu l'expérience d'orgasme multiple. Et en 2011... 30% 30%, ouais. Mais en 2011, dans l'étude de Breneau, là, je rappelle l'étude de Breneau, c'est l'étude sur les couples hétérosexuels, sur les femmes en couple hétérosexuel, ce serait 61% des femmes qui disent avoir connu des orgasmes multiples. Voilà. Donc là, c'est vraiment la connaissance de soi et de son partenaire et d'une sexualité épanouie. Exactement. Non, pas forcément épanouie parce qu'on a des orgasmes multiples, mais en tout cas, c'est agréable. Ok. Bon, il y a d'autres choses. Allez, vas-y. L'orgasme musical. Ça, c'est quoi? C'est quand on écoute de la bonne musique? Exactement. 5% des auditeurs de musique auraient déjà ressenti un orgasme musical. Waouh! Qu'est-ce qu'ils écoutent comme genre de musique? Alors, tu fais bien de demander parce que ça a été étudié. Ah, j'espère bien. Alors, ce qui génère le plus d'orgasmes, ce serait le concerto numéro 2 pour piano de Rachmaninoff. Le concerto numéro 2 pour piano de Rachmaninoff. Je vais le noter après, je vais l'écouter après. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites. Et il y aurait une augmentation du taux de dopamine similaire à celle produite lors d'une relation sexuelle ou même lors de la prise de drogue. En tout cas, pour ceux qui sont sensibles à la musique, effectivement, essayez le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. On va se renseigner sur comment Rachmaninoff a écrit ce concerto, dans quel état il était. Exactement. Et il a été noté aussi que dans la musique, ce sont les harmonies dissonantes ou inattendues, les changements de volume ou l'apparition de solistes qui produisent le plus facilement des manifestations orgasmiques. Ah, intéressant. Voilà. Ok. Et à part Rachmaninoff, il y a Bach. Bach qui... Bach, il fait produire des orgasmes par sa musique. Exactement. Très bien. Quoi d'autre? Les orgasmes par la peau, par le toucher. C'est-à-dire ou donc par le toucher des zones érogènes. Enfin, de toucher de quoi? Par les zones non génitales. D'accord. Donc, c'est les orgasmes cutanés déclenchés par la stimulation de zones non génitales. Mais là, on est sur quel pourcentage de gens qui ont de... Alors,
ça pourrait être ressenti par 58 à 86% de la population. Ah la vache, tant que ça. Exactement. Donc l'orgasme par le toucher. Si par exemple c'est l'avant-bras, là, les caresses à l'avant-bras, ça peut mener à un orgasme. Exactement. Mais aussi par la vue. Enfin, je veux dire, on peut aussi, quand on voit quelque chose de beau, des belles images, une œuvre d'art, ça peut entraîner des sensations proches de l'orgasme. Waouh. Avec des états de transe, quoi, quasiment. Donc, par exemple, un massage, une caresse, ça peut donner vraiment des sensations de plaisir intense, de la chair de poule. Bon, évidemment, on sait que la peau est très riche en récepteurs, en récepteurs au plaisir. Et c'est beaucoup plus souvent un toucher doux, mais aussi des changements de température. On passe du chaud au froid ou du froid au chaud. Ouais, une alternance, Voilà. quoi. Il y a un petit côté, la surprise est nécessaire tout le temps pour arriver à un résultat. Autre type d'orgasme, l'orgasme induit par l'exercice. Ah, ça c'est ce que tu disais, les gens qui font du sport. Corgasme, ouais. Le corgasme. Le corgasme. Ouais. L'exercice physique, ouais. Wow. Premières études dans les années 1950 sur une population de 370 femmes de 18 à 63 ans. Alors, qu'est-ce qui provoque le plus d'orgasme ? Faire du vélo. Ah oui, parce que à la corde. Bah oui. T'as un frottement. Exactement. T'as une simulation physique. Le footing, le yoga, la marche. Mais même chez les hommes, ça peut. Ah oui. Bah, des hommes qui montent à la corde pour déclencher des érections. Et ça doit être hyper gênant d'avoir une érection quand tu montes à la corde, parce que c'est... Enfin, je veux dire, c'est... T'as jamais ressenti d'excitation sexuelle en faisant du sport ? Je déteste le sport. Ah, bah, c'est ça. Tu ne sais pas ce que tu perds. C'est ce que me disent les gens. Mais vraiment, le moins je fais de sport. J'en faisais beaucoup à l'adolescence, mais je marche. C'est le seul sport que je fais. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de monter à la corde, par exemple. Pour le plaisir, tu vois. D'accord. Bon, les adultes, très peu montent à la corde pour le plaisir. Mais l'enfant le fait quand même très, très spontanément. Et on peut se demander pourquoi. Ça se trouve. Ça se trouve, c'est une simulation, ça fait partie de la découverte. Exactement. Ok. Et puis enfin, il y a la transe orgasmique. Oui. Ça, c'est le tantra. C'est le tantra, c'est vraiment la modification de l'état de conscience qui peut être obtenu de différentes manières. Donc, par la sexualité, mais aussi par d'autres choses que la sexualité, mais également dans la sexualité. Et là, ça demande une longue pratique et un apprentissage, quoi. Ouais. Ouais, tu peux pas le faire comme ça. Faut se mettre dans ce mode-là et aller chercher sa transe orgasmique. C'est un peu ce qu'aussi recherchent, je pense, les adeptes du BDSM avec ce qu'ils appellent le subspace. Ouais. Je pense que c'est cet état-là qui peut être créé aussi par la douleur. Okay. Parce que eux, c'est par la douleur qu'ils le créent. La douleur qui crée le plaisir. Ouais, ok. Mais ça, on sait que la douleur va provoquer une sécrétion de dopamine. Et la dopamine, c'est vraiment l'hormone qui est sécrétée dans tout ce qui est plaisir et qui favorise, qui met en jeu tout le système de récompense. Donc il y a un vrai plaisir à la douleur. La douleur procure un vrai plaisir. Chez certaines personnes. Non, chez tout le monde. Chez tout le monde ? Bien sûr, mais et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande chez les patients qui sont addicts. Parce qu'en fait, il y a toujours un équilibre entre douleur et plaisir. Notre corps, il recherche toujours l'homéostasie, c'est-à-dire le point d'équilibre. Et donc, quand on va se créer des plaisirs très importants, notamment par la prise de drogue, on va faire monter la balance d'un côté. Donc, on va provoquer une sécrétion massive de dopamine. Cette sécrétion massive de dopamine va créer un pic. Elle va redescendre immédiatement. Quand elle redescend immédiatement, ça crée donc l'insatisfaction, la tristesse, le manque et la volonté de recréer le pic de dopamine. Donc ça, c'est le mécanisme de l'addiction. Donc, pic de dopamine, ça descend, on est mal, on recherche le produit, on remonte. Okay. Pour se sortir de ce cercle vicieux-là, l'idée, c'est toujours cette balance-là. L'idée, c'est de créer la sécrétion de dopamine, non pas par le plaisir, mais par la douleur et l'effort. Par exemple, dans la course à pied, on va provoquer une douleur
et un effort par la course à pied qui va créer une sécrétion de dopamine. Mais cette sécrétion de dopamine a l'avantage d'être non plus en pic aigu, mais plutôt en petite colline. Donc la colline, ça augmente, donc ça crée quand même le plaisir, surtout après, et ça va redescendre plus doucement. Donc la descente est plus douce. Exactement, ce qui crée du coup beaucoup moins l'effet addict. Et on peut avoir la même chose, par exemple, en prenant des bains très très froids, où là, ça crée aussi la sécrétion de dopamine. Donc on va... C'est intéressant. Je ne sais pas du tout que la douleur crée la dopamine, mais ça a beaucoup de sens parce que par rapport à ce que tu disais au sport, voilà, le sport, c'est... Donc aux addicts, si jamais vous aviez une addiction sexuelle, par exemple, et que vous regardiez trop de porno, que vous passiez votre temps à regarder du porno et que ça vous empêche de travailler comme vous aimeriez ou d'avoir des relations avec les autres comme vous aimeriez, à ce moment-là, pratiquez plusieurs choses. L'autorestriction, c'est-à-dire on s'autorestreint, c'est-à-dire on s'autorise, par exemple, une masturbation si on a fait quelque chose de bien, quelque chose d'important pour soi. Pas de bien, mais d'important pour soi. Et puis, l'autre chose, c'est de se créer des douleurs pour contrebalancer l'excès de dopamine. Ok. Créez-vous des douleurs. C'est ça. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup. Beaucoup de types d'orgasmes. C'était très intéressant. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi, vous avez été éclairés par toutes ces informations. On se retrouve dans un nouvel épisode dans 15 jours. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les livres de Céline qui sont disponibles un peu partout, dans les Fnac, sur Amazon, dans toutes les bonnes librairies. La sexualité masculine dans tous ses ébats, la sexualité féminine dans tous ses ébats, édité chez Fayard. Et voilà, à dans 15 jours. Ciao. Au revoir.